dans les prochains épisodes de Un si grand soleil. Tandis que l'enquête sur le fleuriste est définitivement bouclée, Muriel est engagée chez elle. Cosmétique. En parallèle, Stéphanie collabore avec la police pour faire tomber un trafic de drogue. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur les 7 épisodes d'Un si grand soleil diffusés demain soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mercredi 3 juillet dans Un si grand soleil. L'enquête sur le fleuriste est définitivement bouclée au petit matin, une joggeuse découvre le corps sans vie de Christophe dans la forêt. La police se rend alors immédiatement sur place pour procéder à quelques relevés. Selon les premières constatations, Christophe se serait suicidé en s'injectant un mélange similaire à celui utilisé par le fleuriste. En d'autres termes, Christophe a signé son suicide comme il a signé ses meurtres. 2 lettres ont également été trouvées sur son cadavre, l'une adressée à sa famille, l'autre à la police. Si le tueur en série avoue ses crimes, il ne précise pas en revanche les raisons de son geste. Plus tard, le commissaire Becker informe personnellement Cécile de la terrible nouvelle. Profondément bouleversée, elle se rend à l'institut médico-légal pour identifier le corps de son mari. Avant de partir, Becker lui remet une copie de la lettre laissée par Christophe. Une fois seule dans sa voiture, Cécile lit les derniers mots de son mari puis laisse échapper quelques larmes. En rentrant chez elle, elle annonce avec émotion à Achille que son père est décédé. Sous le choc, l'adolescent s'effondre dans les bras de sa mère. Pendant ce temps, le père Paven, qui a été innocenté puis libéré de prison, reçoit la visite de Janet. En effet, cette dernière s'en veut terriblement d'avoir été à l'origine de sa fuite au Paraguay et lui demande pardon. Le prêtre lui rappelle alors que c'était sa décision de partir. Et bien qu'il ait très mal vécu d'avoir été lâche, il se sent beaucoup mieux maintenant que la vérité a éclaté. À son tour, Janet lui révèle combien la situation a été compliquée pour elle. Son mari désormais au courant de leur liaison, cette dernière se sent soulagée. Elle précise d'ailleurs que cette histoire les a beaucoup rapprochés. Des mots qui réconfortent le prêtre. Plus tard, Margot débarque à Montpellier pour soutenir Cécile dans cette épreuve difficile. Après avoir pris sa sœur chaleureusement dans ses bras, Cécile exprime sa colère et commence à penser que son mari l'a épousée uniquement pour avoir accès au dossier du fleuriste. Bien qu'elle reconnaisse qu'il ait fait des choses atroces, Margot est toutefois certaine que Christophe aimait sa famille. Au plus mal, Achille se rend quant à lui sur le terrain de basket où il avait l'habitude d'aller avec son père. Sur place, il croise Hugo auquel il confie que son père a peut-être fait le bien autour de lui en tuant tous ces criminels. En désaccord avec lui, Hugo explique qu'il n'avait pas le droit de se substituer à la justice. Seulement, Achille ne peut pas voir Christophe autrement que comme son père. En parallèle, Cécile fait part à sa sœur des difficultés qu'elle rencontre avec Achille. Margot lui conseille donc de lui laisser le temps d'accepter la mort de Christophe et se dit certaine qu'il finira par comprendre qu'ils sont tous les deux victimes de cette situation. Peu après, Cécile remet à Achille la lettre laissée par Christophe avant de mourir. Bien qu'elle en veuille terrible à son mari pour tout ce qu'il a fait, la juge tient à dire à son fils que son père l'aimait profondément. Après quelques jours d'absence, Achille reprend finalement le chemin du lycée et se confronte au regard curieux de ses camarades.
Se sentant traité comme une bête de foire, l'adolescent s'isole de plus en plus et se met à lire les nombreux articles sur son père. Et autant dire qu'Achille estime que les journalistes déforment la réalité. Selon lui, Christophe a sauvé des vies en débarrassant la société des gens nuisibles. Cécile tente bien de lui faire comprendre qu'il ne peut pas raisonner ainsi mais sans succès. Le jeune homme en a assez d'être vu comme le fils d'un serial killer. Heureusement, il peut compter sur le soutien de Noura qui refuse de le laisser sombrer. En parallèle, Charles est convoqué au commissariat. En effet, Christophe a laissé une lettre à la police dans laquelle il avoue tous ses meurtres dont celui de Darius. Même s'il a précisé avoir agi seul, le capitaine Léoni questionne Charles sur la nature de leur lien. Ce dernier explique donc qu'il s'entendait bien avant d'indiquer qu'il n'aurait jamais pensé que son patron tuait des gens. Rongé par la culpabilité, Charles se rend ensuite à l'église où il avoue au père Paven avoir aidé Christophe à enterrer Darius. En larmes, le jeune homme lui dit combien il regrette de ne pas avoir parlé à la police. S'il n'avait pas été lâche, il aurait pu éviter de nombreux meurtres. Comme il cherche à savoir ce qu'il doit faire, le prêtre l'encourage à parler aux autorités. Selon lui, ce n'est qu'en assumant ses responsabilités qu'il pourra tourner la page. Le lendemain, Cécile, Achille, Margot, Charles, Tom et Hugo se réunissent au cimetière pour rendre un dernier hommage à Christophe. C'est le père Silvio qui officie la cérémonie. Lors de son discours, le prêtre parle de l'homme qu'il a connu et de la personne complexe qu'il était. Pour lui, Christophe souffrait et n'a jamais su exprimer la douleur qui le hantait, ce qui a fini par le dévorer. Des mots qui résonnent profondément en Charles qui attend la fin des obsèques pour se rendre au commissariat et avouer au capitaine Léoni avoir aidé Christophe à enterrer Darius. Le temps que la police vérifie son histoire et réinterroge l'entourage du meurtrier, Charles est donc placé en garde à vue. Bien évidemment, la police découvrira rapidement le corps de Darius à l'endroit indiqué par Charles. Sans surprise, Darius a été tué selon la méthode favorite du fleuriste. Un élément que Charles ignorait puisque dans son témoignage il n'a fait mention que d'une altercation et d'une chute dans les escaliers. Finalement, Charles est innocenté. N'ayant pas de casier judiciaire, il est seulement placé sous contrôle judiciaire. Soulagé, Charles rencontre ensuite Cécile et lui fait part de ses nombreux regrets. Il faut dire que cela fait 2 ans qu'il vit avec ce poids sur la conscience. Comme il a peur de devenir un monstre comme Christophe, Cécile assure qu'il n'a rien à voir avec lui. La preuve, c'est qu'il s'est livré à la police et a assumé ses actes contrairement à lui. À la fin de la semaine, Margot se prépare à quitter Montpellier pour retrouver Hakim. Après avoir dit au revoir à sa sœur et son neveu, la jeune femme monte dans le taxi puis verse quelques larmes. Au commissariat, la police classe définitivement l'affaire du fleuriste. Muriel est engagée chez elle. Cosmétique et c'est un grand jour pour Muriel puisque c'est aujourd'hui que la jeune maman passe un entretien d'embauche chez elle. Cosmétique. Très impressionnée par son CV, Elisabeth ne lui cache pas qu'elle est intéressée par sa candidature. Muriel en profite donc pour négocier son salaire annuel à hauteur de 40 000 € bruts, soit 10 000 € de plus que ce qui lui propose la femme d'affaires. Bien que réticente, Elisabeth sait qu'elle a trouvé la perle rare et accepte.
De son côté, Elliot informe sa mère qu'il va pouvoir faire une demande de libération anticipée. Le jeune homme pourra donc sortir de prison d'ici cet été. Bien qu'heureuse pour lui, Eve aimerait surtout savoir s'il compte rester à Montpellier. Avant de lui répondre, Elliot doit d'abord en discuter avec Muriel. Malgré tout, Eve ne lui cache pas qu'elle apprécierait qu'il reste dans la région car elle ne l'a pas beaucoup vu. Elliot lui promet alors qu'elle aura sa place dans leur vie à sa sortie de prison. Le lendemain, Muriel prend ses fonctions chez Elle Cosmétiques. Après avoir fait la connaissance de ses nouveaux collègues, la jeune femme commence à prendre ses marques dans l'entreprise. De son côté, Elisabeth est ravie que Muriel soit là pour la seconder, et ce d'autant plus que la jeune femme est parvenue à lui obtenir un rendez-vous avec le chef de cabinet du commissaire européen au marché intérieur. Quelques jours plus tard, Laurent et Jules présentent le bilan trimestriel à Elisabeth. À cette occasion, Boris propose de commander une étude afin de comprendre pourquoi les chiffres baissent dans les boutiques du centre-ville. Si Elisabeth pense que c'est inutile, Muriel estime au contraire qu'il est important de se battre pour développer l'entreprise. Lors d'un déjeuner en tête-à-tête, Muriel demande à Elisabeth pourquoi elle ne passe pas le relais à Boris alors qu'elle s'ennuie à elle. Cosmétique. La femme d'affaires lui explique alors combien elle est attachée à cette société mais surtout pourquoi elle se sent obligée de poursuivre le travail de son fils. Rapidement, une certaine complicité naît entre les deux femmes. De retour chez elle, Elisabeth confie à Alain combien elle revit depuis qu'elle a engagé Muriel. Stéphanie collabore avec la police pour faire tomber un trafic de drogue et Stéphanie, la mère de Nora, est seule dans sa boutique lorsqu'elle reçoit la visite de Jonathan, son associé, qui est venu lui annoncer qu'ils vont bientôt ouvrir une nouvelle boutique à Béziers. Le lendemain, ce dernier lui apporte un sac rempli d'argent qui doit être livré en Andorre dans la journée. Comme la personne qui devait assurer le transport les a lâchés, c'est à Stéphanie de s'occuper du transport. Sur le trajet, Stéphanie s'arrête sur une aire d'autoroute. Malheureusement, la police débarque et procède à un contrôle de son véhicule. Lorsqu'ils découvrent le sac caché dans l'emplacement de la roue de secours, ils arrêtent Stéphanie et la placent en garde à vue au commissariat de Montpellier. Pendant son interrogatoire, Stéphanie fait croire à Élise qu'elle se rendait en Andorre pour acheter des accessoires de téléphonie mobile pour son magasin. Quand la policière demande comment 200 000 € en liquide se sont retrouvés dans sa voiture, Stéphanie prétend ne pas savoir. Élise suspecte alors Stéphanie de tenir une double comptabilité pour blanchir de l'argent. Commis d'office pour assurer sa défense, Florent lui conseille de dire la vérité à la police. La mère de Nora passe donc aux aveux et raconte à Élise que Jonathan Lebel lui a proposé de racheter un fonds de commerce à sa place car il avait des problèmes avec la justice. Comme elle n'arrivait pas à joindre les deux bouts, Stéphanie a accepté de lui servir de prête-nom en échange d'un bon salaire. Au fil des mois, ils ont ouvert 5 boutiques supplémentaires dans la région. Toutefois, Stéphanie a rapidement compris que l'argent ne provenait pas des bénéfices de la boutique. Jonathan avait alors prétendu avoir des activités dans la construction. D'après Florent, sa cliente n'a touché que son salaire. En enquêtant sur Jonathan Lebel, les policiers ont découvert que ce dernier était connu des services de police pour des affaires d'escroquerie et de trafic de stupéfiants. Dans la mesure où tout porte à croire que les magasins servent à blanchir l'argent de la drogue, les enquêteurs ont besoin de Stéphanie pour démanteler le réseau.
Le commissaire Becker propose donc un marché à Stéphanie. Si elle récupère des informations liant Jonathan Lebel au trafic de drogue, elle bénéficiera de la clémence du procureur. Ce qu'elle accepte. Une fois libérée, Stéphanie se rend en Andorre pour déposer les 200 000 € dans une banque. De son côté, Florent tente de raviver la flamme avec Claire. Après avoir préparé un dîner romantique, l'avocat lui parle de sa journée mais Claire ne l'écoute qu'à moitié. Et lorsque Kira appelle, l'infirmière se précipite pour lui répondre. Un coup dur pour Florent qui boit sa coupe de champagne seul. Le lendemain matin, Florent se lève et découvre que Claire est déjà partie. L'avocat réalise alors douloureusement que la crise que traverse son couple est bien plus compliquée qu'il n'y paraît. Stéphanie retrouve quant à elle sa fille après plusieurs jours d'absence et lui fait croire qu'elle a été arrêtée car la police l'a confondue avec une braqueuse. Par la suite, Élise rejoint Stéphanie dans sa voiture puis installe un logiciel sur son téléphone qui lui permettra d'entendre ses conversations. Remarquant qu'elle craint que Jonathan se rende compte qu'elle tente de le piéger, la policière certifie qu'ils interviendront au moindre problème. Dans la foulée, Jonathan débarque à la boutique et demande à Stéphanie pourquoi elle a mis 2 jours à effectuer la livraison. Cette dernière lui fait donc croire qu'elle a eu un souci avec sa fille avant de le questionner sur la provenance de cette fameuse somme d'argent. Au moment où elle mentionne un éventuel trafic de drogue, Jonathan se braque et s'en va. À l'hôpital, Janet est surprise de voir Claire encore au travail. Cette dernière confie alors qu'elle n'a pas très envie de rentrer à la maison. Bien qu'elle ait conscience des efforts de son compagnon, Claire a cependant l'impression que cela sonne faux. Il faut dire que depuis le départ de Kira, le couple n'est plus du tout en phase. Et autant dire que Claire n'est pas certaine que le temps puisse faire quelque chose pour sauver leur couple. En parallèle, Stéphanie débarque au cabinet et raconte à Florent que Jonathan est venu la voir au magasin. Certaine que son associé se doute de quelque chose, Stéphanie craint que cette histoire se termine mal et veut tout arrêter. Florent tente alors de la rassurer en posant sa main sur son épaule avant de déclarer qu'il ne la lâchera pas.